Il y a des peurs qui guettent dans l'obscurité, mais il y en a d'autres qui résident dans la racine tordue de la réalité elle-même, un murmure qui te dit que quelque chose de profond, quelque chose d'essentiel est irrévocablement brisé. Ce soir, nous plongerons dans ces ombres précédant l'horreur. Nous nous aventurerons dans des témoignages où le véritable frisson ne naît pas d'un être, mais de l'inquiétant arrière-plan qui l'a engendré, de vérités si déformées qu'elles te feront remettre en question tout ce que tu pensais savoir. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi pour ne manquer aucune de ces révélations. Et si l'une de ces narrations te captive, dis-le-moi dans les commentaires ce que tu en as pensé. Mets tes écouteurs, la pénombre t'attend. Il est temps d'écouter la première histoire. Cette histoire m'a été envoyée par Mathéo, l'un de nos abonnés. Si tu as aussi une expérience que tu veux que je raconte, laisse-la dans les commentaires ou envoie-la moi. J'adore lire vos histoires. Maintenant, laisse-moi te raconter ce qui est arrivé à Mathéo il y a quelques années lorsqu'il travaillait comme archiviste de nuit dans l'une des bibliothèques les plus anciennes de sa ville. Prépare-toi, car ce qui suit est véritablement troublant. Je m'appelle Mathéo, et voici l'histoire de la façon dont une quête de paix et de but m'a conduit au bord de la folie, ou peut-être à une rencontre avec quelque chose qui n'aurait jamais dû être perturbé. Quand j'y pense maintenant, des années plus tard, je peux encore sentir le froid dans mes doigts et le murmure incessant dans mes oreilles. Je ne sais toujours pas si c'était la solitude, le poids de l'histoire ou quelque chose de bien plus ancien et sinistre qui habitait la bibliothèque de l'ancien Athénéo. J'ai toujours été une âme un peu solitaire, encline à l'introspection. Les foules m'accablent et le bruit de la ville me procure une anxiété sourde. C'est pourquoi, lorsque j'ai vu l'annonce cherchant un archiviste de nuit pour le secteur des manuscrits et publications anciennes à la bibliothèque de l'Athénée, j'ai ressenti une étrange piqûre d'espoir. C'était un poste parfait pour moi. Silence, ordre, la compagnie muette de volumes pleins d'histoire. Un oasis au cœur de l'urbain. L'Athénée était un bâtiment imposant, d'architecture néoclassique, avec des façades de pierre assombries par le temps et de grandes fenêtres qui semblèrent des yeux aveugles dans la nuit. Le secteur qui m'a été attribué était le plus ancien et le moins fréquenté, un enchevêtrement d'étagères en bois sombre s'étendant en labyrinthes étroits, des couloirs qui se divisaient et des escaliers en colimaçon menant à des galeries supérieures perdues dans la pénombre. L'odeur de vieux papier, de cuir et de poussière était omniprésente, une fragrance douce et mélancolique que, au début, je trouvais réconfortante. Ma tâche principale était de cataloguer et de numériser des manuscrits datant de siècles passés, des documents qui voyaient rarement la lumière du jour. Je commençais généralement mon service à 10 heures du soir, après que les derniers étudiants et le personnel de jour soient partis. La bibliothèque devenait alors un mausolée de connaissances, et moi, son unique gardien vivant. Les premières semaines furent idylliques. J'appréciais le calme, le rythme lent de mon travail. Mes pas résonnaient à peine dans les couloirs moquettés. Le seul son était le doux tapotement de mon ordinateur et le craquement occasionnel du bois que j'attribuais à l'âge du bâtiment. Je me sentais partie intégrante de quelque chose de grand, un gardien de mémoires oubliées. Mais la solitude idyllique ne tarda pas à se transformer en quelque chose de différent. Ce ne fut pas soudain, mais une accumulation graduelle de petites anomalies, à peine perceptibles, qui s'infiltraient dans ma routine comme des fils de moisissure. Le premier véritable indice arriva une nuit d'hiver, particulièrement froide, avec le vent hurlant dehors comme un animal blessé. Je cataloguais une collection de lettres d'un poète mineur du XIXe siècle. Je me levai pour chercher un tome de référence dans l'une des étagères supérieures, dans une section que j'utilisais à peine. Lorsque je revins à mon bureau, je remarquai quelque chose. La plume que j'utilisais, un cadeau de mon grand-père, n'était pas là où je l'avais laissée. Elle s'était glissée, ou du moins je le pensais, sous un tas de papier. Je l'ai trouvée, mais la sensation que ce n'était pas moi qui l'avais déplacée est restée avec moi. Je l'attribuais à la fatigue. Quelques jours plus tard, les livres commencèrent à jouer avec moi. J'étais méticuleux dans l'organisation. Chaque manuscrit, chaque livre de référence avait sa place exacte. Cependant, plus d'une fois, un volume que j'avais consulté et laissé sur le chariot de retour, prêt à être replacé, apparaissait inexplicablement de retour sur son étagère, ou pire encore, sur une étagère complètement différente, dans une autre section. Au début, je pensais que c'était moi, que ma mémoire me faisait défaut, ou que dans ma distraction, j'avais mal laissé quelque chose. Mais cela se produisait trop souvent. Un exemplaire rare de Les Mille et une nuits apparut dans la section de philosophie, un traité de chimie du XVIIe siècle, dans celle de la littérature fantastique. C'était comme si quelqu'un, ou quelque chose, désorganisait les choses intentionnellement, dans un jeu silencieux. Le silence commença également à changer.
Ce n'était plus un calme réconfortant, mais une présence palpable, chargée. Parfois, je jurerais que j'entendais un murmure, pas des mots discernables, mais un faible chuchotement, comme celui d'une conversation lointaine, un écho fantomatique qui s'évanouissait dès que j'essayais de me concentrer dessus. C'était comme si le bâtiment respirait, ou rêvait, ou essayait de me dire quelque chose. Les ombres. Ah, les ombres de l'Athénée. Elles sont devenues mes compagnes les plus constantes et mes tourments les plus subtils. Les hautes fenêtres de la bibliothèque, par lesquelles une lumière majestueuse entrait le jour, devenait la nuit des miroirs noirs. Et dans ces miroirs, ou dans le coin de l'œil, j'ai commencé à les voir. Silhouettes fugaces, figures indistinctes qui se déplaçaient entre les étagères les plus éloignées, juste là où ma lampe de bureau ne pouvait pas éclairer. Quand je tournais la tête pour regarder de face, il n'y avait rien, juste les dos de milliers de livres, immobiles, me regardant avec leurs titres imprimés. Je me convainquais que c'était de la fatigue visuelle, que la combinaison de la lumière tamisée et des longues heures devant l'écran jouait des tours à mon esprit. Une nuit, alors que je me dirigeais vers la cafétéria du personnel pour prendre un café, je suis passé par le couloir principal de l'Athénée, celui qui menait au hall. C'était une salle immense, avec des plafonds voûtés et un écho persistant. Je l'ai traversé rapidement, mais une sensation glaciale m'a arrêté net. Elle provenait du buste en marbre d'un ancien recteur, qui se dressait sur un piédestal au centre de la salle. Ce n'était pas seulement le froid du marbre, il y avait une atmosphère dense autour de lui, une tranquillité antinaturelle, comme si l'air ne bougeait pas. Et alors, je l'ai entendu. Un gémissement faible, presque inaudible, qui semblait émaner du buste lui-même. C'était un son de profonde tristesse, de peine ancienne. Je restai paralysé un instant, la peau hérissée. Puis, le son s'estompa et le froid recula. Je me convainquis que c'était le vent s'infiltrant par une fente du toit. Je poursuivis mon chemin, mais le café n'a pas réussi à réchauffer cette sensation de glace dans ma poitrine. Les murmures, entre-temps, devenaient plus insistants. Ce n'étaient plus des murmures lointains, mais plus proches, semblant parfois venir des pages même des livres que je tenais. Je pouvais distinguer des tons, des inflexions, bien que je ne comprenne pas les mots. C'était comme un chœur silencieux, désorganisé, qui s'élevait et tombait, parfois sonnant comme des supplications, d'autres comme des reproches et d'autres comme des secrets partagés de force. Une semaine particulièrement étrange, l'électricité dans le secteur des manuscrits commença à faillir. Les lumières clignotaient, s'éteignant parfois complètement pendant quelques secondes, me plongeant dans une obscurité totale, rompue seulement par la lueur de mon écran. Le générateur de secours, qui aurait dû maintenir l'éclairage constant, ne semblait pas fonctionner dans cette aile. Pendant ces brefs instants d'obscurité, le chœur de murmure devenait plus fort, plus clair, presque compréhensible, avant que les lumières ne reviennent avec un bourdonnement. À ces moments-là, je ressentais une pression immense sur moi, comme si l'obscurité elle-même m'écrasait, et l'air devenait si dense que j'avais du mal à respirer. Je commençais à sentir une présence, pas une ombre fugace, mais quelque chose de plus solide, de plus défini, qui se déplaçait dans l'aile avec moi. Ce n'était pas hostile au sens violent, mais plutôt envahissant, perturbant. Parfois, j'avais l'impression que quelqu'un se tenait juste derrière moi, observant mon travail, son souffle froid effleurant mon cou. D'autres fois, en tournant autour d'une étagère, j'avais l'impression d'avoir esquivé quelqu'un, qu'une figure invisible avait été là un instant auparavant. La température baissait brusquement à certains endroits, créant des zones glacées qui contrastaient avec l'ambiance chaleureuse du reste de la bibliothèque. L'interaction la plus claire se produisit une nuit, alors que je travaillais avec une collection de journaux personnels d'étudiants en médecine du début du XXe siècle. C'étaient des récits fascinants de la vie universitaire de l'époque. Soudain, une rafale d'air froid glaça mes mains, et l'exemplaire que j'avais ouvert, un petit journal en cuir, se ferma brusquement avec un claquement sec. Mon cœur fit un bond. Je le rouvris, et sur la page où je lisais, un mot avait été souligné avec force, avec ce qui semblait être une griffure. Le mot était « silence ». Il n'y avait pas de crayon sur mon bureau. Il n'y avait pas de marque là auparavant. La peur, une sensation que j'avais jusqu'alors réussi à tenir à distance avec la logique et le déni, commença à s'installer en moi. Mes nuits se transformèrent en une veille constante, avec mes sens hyper alertes, cherchant le prochain signe. Je dormais peu et mal pendant la journée, tourmenté par des rêves vifs où les ombres s'étiraient et les chuchotements m'enveloppaient. C'est alors que la bibliothèque commença à communiquer de manière plus directe, ou du moins c'est ainsi que mon esprit de plus en plus épuisé l'interprétait. Les notes que je trouvais hors de place, les livres qui apparaissaient dans des sections incorrectes, les mots soulignés,
Tout semblait pointer dans une direction, vers un message. Je commençais à sentir que ce n'était pas que quelque chose voulait me faire peur, mais que quelque chose voulait être trouvé, voulait se révéler. Les murmures devenaient plus intenses, et parfois j'arrivais à saisir des fragments de mots, des voix multiples, superposées, mais un thème récurrent. Elle, perdue, silencieuse, 3e niveau, en bas, 3e niveau. Le secteur des manuscrits avait 3 niveaux principaux d'étagères. Je travaillais au 2e. Le 3e niveau était le plus haut et le plus sombre, à peine utilisé, avec des plafonds si élevés qu'ils donnaient le vertige, et des étagères qui touchaient presque le plafond. On n'y accédait que par un escalier en colimaçon en fer forgé qui montait en spirale, enveloppé dans une obscurité perpétuelle. Je n'avais jamais eu besoin d'y aller. Une nuit, après l'un des coupures de courant intermittentes, les lumières revinrent, et le murmure, un instant, devint si clair que je pus l'entendre distinctement, comme si quelqu'un m'avait parlé à l'oreille. Le journal du docteur Valerius, 3e niveau, sous la pierre. Le journal du docteur Valerius. Le nom résonna dans ma tête. Je ne me souvenais pas avoir vu ce titre dans un catalogue, ni dans les listes d'inventaire que j'avais. Qui était le docteur Valerius? La curiosité, mêlée à une terreur croissante, me poussa. Je pris ma lampe de poche, que je gardais toujours avec moi, au cas où les lumières recommenceraient à faillir, et je me dirigeai vers la base de l'escalier en colimaçon. Le fer grinçait sous mon poids en commençant à monter. L'air au 3e niveau était encore plus froid, rance, et l'obscurité, plus absolue. Ma lampe de poche à peine déchirait la pénombre, projetant des ombres dansantes sur les très hautes étagères. Je montais lentement et méthodiquement, mon cœur battant comme un tambour contre mes côtes. Chaque marche en fer craquait, chaque ombre semblait prendre vie. Je sentais des yeux sur moi depuis l'obscurité. J'entendais le murmure de 1000 voix invisibles qui m'entouraient, chacune un écho de douleur ou une supplication d'attention. J'arrivais au 3e niveau. C'était un espace vaste et désolé, avec des étagères qui se perdaient dans l'obscurité. L'endroit était recouvert d'une fine couche de poussière, pas la poussière quotidienne de la bibliothèque, mais un ancien sédiment, vierge, comme si personne n'était venu ici depuis des décennies. Les étagères étaient remplies de vieux tomes, poussiéreux, certains avec des couvertures rongées par le temps. Sous la pierre, m'avait dit la voix. Quelle pierre? Il n'y avait pas de pierre, juste des étagères et un sol en vieux bois. Alors que je balayais avec ma lampe de poche, la lumière se posa sur un point inhabituel. Dans la section la plus éloignée, où les étagères formaient un petit recoin, il y avait un piédestal en pierre, bas et large, qui dépassait du sol. Ce n'était pas partie de la structure normale des étagères, mais quelque chose qui semblait avoir été ajouté après, ou avoir toujours été là, couvert et oublié. Il était recouvert d'un tissu épais et lourd, imprégné de poussière et de toiles d'araignée. Les mains tremblantes, je tirais sur le tissu. En dessous, le piédestal était lisse, en une pierre sombre et froide, mais avait une petite inscription gravée en latin, Veritas etsi abscondita, tandem luce. La vérité, bien que cachée, brille enfin. Il n'y avait aucun journal sur le piédestal. Mon regard parcourut la zone environnante. À côté du piédestal, presque caché par l'ombre d'une étagère et un amas de vieilles boîtes, je vis un petit creux dans le sol en bois. Ce n'était pas un trou naturel, mais une ouverture délibérée, recouverte par une dalle de pierre qui se distinguait à peine du reste du sol. C'était la pierre. Un frisson me parcourut le dos. De toutes mes forces, et en faisant un bruit assourdissant dans le silence sépulcral de la bibliothèque, j'ai réussi à déplacer la dalle. Une odeur nauséabonde, de moisi et d'enfermement, émergea du trou. J'ai dirigé la lampe de poche vers le bas. Ce n'était pas un trou profond, mais une sorte de niche ou de compartiment scellé à l'intérieur de la structure de la bibliothèque. Et là, enveloppé dans un tissu de lin jaunâtre par le temps, je trouvai le journal du docteur Valerius. C'était un petit tome, relié en cuir noir, avec le titre gravé en lettres dorées et décolorées. Mes mains tremblaient en déliant le tissu et en l'ouvrant. Le papier était jaunâtre, l'encre de l'écriture manuscrite, décolorée. Les premières pages étaient des notes scientifiques sur la botanique et la médecine, normales pour un médecin du 19e siècle. Mais au fur et à mesure que j'avançais, le ton changeait. Les annotations devenaient de plus en plus frénétiques, la calligraphie plus désordonnée. Le docteur Valerius parlait d'expérience, de la quête de l'âme et de la manifestation de l'éther vital. Il décrivait des rituels, des incantations et la manipulation de certaines énergies qui, selon lui, résidaient aux limites de la vie et de la mort. Puis, la lecture devint véritablement macabre. Le docteur Valerius ne se contentait pas de théoriser, il expérimentait.
Il mentionnait des sujets, des personnes avec des troubles mentaux, des mendiants, ou ceux qui ne seraient tout simplement pas regrettés. Il décrivait comment il les amenait à son laboratoire secret, un endroit caché à l'intérieur même de l'Athénée, et les soumettait à des procédures visant à libérer leur essence ou capturer l'instant de la transition. Mais ce n'était pas cela qui me glaçait le sang jusqu'aux os. Ce n'était pas la description des expériences, mais les dates. Les entrées les plus perturbantes du journal coïncidaient avec une période de disparitions étranges dans la ville, des cas que je me souvenais avoir lus dans de vieux journaux, des mystères non résolus. Et ce qui est pire, il y avait des mentions des gardiens de l'Athénée, d'autres professeurs, de l'élite de l'institution, qui non seulement connaissaient les expériences du docteur Valerius, mais les soutenaient et, dans certains cas, y participaient. L'objectif était apparemment d'obtenir un savoir interdit, ou peut-être un pouvoir obscur qu'ils croyaient que les morts pouvaient révéler. Et puis, j'arrivais aux dernières pages. Elles n'étaient pas écrites à l'encre, mais avec une substance sombre et coagulée, d'une teinte rougeâtre brune. Dans ces dernières pages, le docteur Valerius n'écrivait pas, il dessinait. C'étaient des diagrammes grotesques de corps humains dans des postures antinaturelles, avec des symboles arcaniques gravés sur leur peau. Et à côté de ces dessins, juste un mot, répété encore et encore, jusqu'à remplir la page. Elle nous parle, elle nous parle, elle nous parle depuis le silence. La dernière entrée, à peine lisible, n'était qu'une date, puis un gribouillis incohérent, comme si la main du docteur s'était effondrée ou était morte en écrivant. Et au centre de cette dernière page, dans la substance coagulée, je vis ce qui semblait être une empreinte digitale, une empreinte réelle, pas un dessin, comme si quelqu'un avait posé son doigt ensanglanté sur le journal à la fin. L'air devint soudain glacial. Le murmure se transforma en un chœur assourdissant de voix plaintives et furieuses, résonnant depuis les étagères, depuis les murs, depuis le même air. Et alors, ma lampe de poche cligna une fois de plus, et la lumière s'éteignit. L'obscurité était absolue. Le silence engloutit le monde pendant un instant. Et puis, dans cette obscurité impénétrable, je sentis une présence froide et lourde juste à mes côtés, respirant. Un souffle rance et humide effleura ma joue, et une voix, claire, nette, glaciale, murmura directement à mon oreille. Enfin, la vérité. Je ne criai pas, je ne pouvais pas. La terreur me pétrifia. Le journal du docteur Valerius glissa de mes doigts et tomba au sol avec un bruit sourd dans l'obscurité. Je réagis par pur instinct, allumant la lampe de mon portable que j'avais par chance dans ma poche. La lumière, faible et tremblotante, éclaira le vide, le piédestal, les étagères. Il n'y avait rien, juste la poussière, les livres, l'air immobile. Mais le froid persistait, et l'odeur nauséabonde de moisi et quelque chose d'autre, quelque chose d'organique et de vieux, était écrasante. Je descendis les escaliers de l'escalier en colimaçon presque en tombant, sans regarder en arrière, le son de mes propres pas résonnant comme un coup de tonnerre. Je sortis du 3e niveau, du secteur des manuscrits, de la bibliothèque, de l'Athénée, courant dans les rues sombres de la ville sans savoir où j'allais, le journal toujours en main, m'y accrochant comme à une preuve. Ce même matin, dès que le jour se leva, je me rendis au commissariat. J'essayai de raconter mon histoire, de montrer le journal. Ils me regardèrent avec un mélange d'incrédulité et de pitié. Ils me dirent que je paraissais épuisé, que peut-être la solitude des nuits m'avait affecté. Les dessins, dirent-ils, étaient morbides, oui, mais le journal pouvait être une falsification, une blague macabre ou le délire d'un fou. Ils ont emporté le journal pour enquête, mais je sais qu'ils ne l'ont jamais pris au sérieux. J'ai essayé de retourner à la bibliothèque, mais on ne m'a pas laissé entrer. Mon tour n'existait plus, et mes objets personnels ont été envoyés par courrier. Je n'ai jamais récupéré le journal du docteur Valerius. Je n'ai jamais retravaillé dans une bibliothèque. L'Athénée reste debout, imposant et silencieux, gardant ses secrets. Et moi, Mathéo, je ressens encore le froid sur ma peau, et parfois, dans les nuits les plus silencieuses, je jurerais entendre un léger murmure s'élever de l'obscurité, une voix qui m'appelle, qui me répète encore et encore. Enfin, la vérité. Je ne sais pas si c'était mon esprit, l'épuisement, ou si la bibliothèque elle-même m'a choisi pour déterrer une vérité qui, une fois connue, ne pourrait jamais être oubliée. Le silence n'est plus mon ami. Maintenant, le silence me parle. Et ainsi se termine l'histoire que Mathéo a partagée avec moi. Il n'est pas retourné travailler dans des environnements nocturnes depuis lors, et il me dit qu'il vit encore avec ces questions,
C'est l'une de ces expériences qui vous laissent réfléchir sur quel sombre secret se cache sous le voile de l'histoire et à quel point il est facile que la vérité soit réduite au silence. Si cette histoire vous a autant marqué que moi, faites-le moi savoir dans les commentaires ce que vous en pensez. Pensez-vous que c'était le stress et la solitude, ou quelque chose de plus ancien et de sinistre? J'adore lire vos théories. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, envisagez de le faire pour ne pas manquer d'autres récits comme celui-ci. Cette histoire que vous allez entendre a été envoyée par un abonné qui a préféré rester anonyme. Et c'est compréhensible, car ce qu'il a vécu dans cette vieille bibliothèque l'a marqué à jamais. Parfois, les choses les plus étranges se produisent dans les endroits les plus inattendus, où l'histoire et le silence s'accumulent, créant un terreau parfait pour l'inexplicable. Si vous aimez ce genre de récits qui vous font remettre en question la réalité, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Nous publions de nouvelles histoires chaque semaine. Préparez-vous à plonger dans une expérience qui défie toute logique. Je m'appelle Mathéo, et voici l'histoire de pourquoi je n'ai jamais retravaillé de nuit, ni dans des endroits où les échos du passé semblaient respirer. C'était l'année 2017 et moi, fraîchement diplômé et endetté, j'avais besoin de n'importe quel emploi. C'est ainsi que j'ai terminé gardien de nuit à la bibliothèque centrale de la vieille université de la ville. Le bâtiment était une masse de pierre, construite au début du XXe siècle, avec de longs couloirs, de hauts plafonds et une odeur perpétuelle de vieux papier, de poussière et de bois poli. Les lumières étaient tamisées, même le jour, mais la nuit, avec presque toutes éteintes, cela devenait un labyrinthe d'ombres. Mon service commençait à 10 heures du soir et se terminait à 6 heures du matin. Mon travail était simple, faire des rondes chaque heure, m'assurer que toutes les portes et fenêtres étaient fermées et qu'il n'y avait personne à l'intérieur. À vrai dire, au début, cela me semblait le travail idéal pour un introverti comme moi. Je pouvais lire, écouter des podcasts et le silence était si profond que parfois il me détendait trop. Cependant, ce silence, avec le temps, est devenu mon pire ennemi. Les premières semaines était exactement comme je l'avais prévu. Pure monotonie. Je me suis habitué au craquement du vieux bois, au hurlement du vent à travers les fissures et au tic-tac résonnant de la grande horloge murale dans le hall principal. Même la solitude me semblait confortable. Parfois, lors de mes rondes dans les étagères des étages supérieurs, où se trouvaient les livres les plus anciens et rarement consultés, je ressentais une sorte de paix en étant entouré de tant d'histoires et de savoirs accumulés. La première fois que j'ai senti que quelque chose n'allait pas, c'était une nuit particulièrement froide d'octobre. J'étais au 3e étage, dans la section des manuscrits médiévaux. Il y avait un couloir étroit, flanqué d'étagères en chêne foncé, qui se terminait par une petite salle de lecture individuelle. En passant par là, j'ai remarqué un livre qui était légèrement déplacé sur l'une des étagères. Ce n'était pas grand-chose, juste quelques centimètres en dehors de l'alignement avec les autres. Je l'ai repoussé à sa place et je n'y ai pas prêté plus d'attention. Je pensais qu'un bibliothécaire l'avait peut-être laissé ainsi avant de partir. Mais le schéma s'est répété. Quelques jours plus tard, dans le même couloir, un autre livre était légèrement décalé, et puis un autre, toujours un seul, toujours subtil. J'ai commencé à m'obséder avec l'idée que quelqu'un entrait, bien que je ne trouvais aucun signe d'intrusion. Je vérifiais les caméras de sécurité, qui étaient peu nombreuses et de mauvaise qualité dans cette vieille zone, et je ne voyais rien. J'ai commencé à penser que c'était la fatigue, ou que je devenais un peu paranoïaque à cause de la solitude. Je riais de moi-même, essayant de rationaliser cela. Puis est venu le son. C'était un murmure. La première fois, je pensais que c'était le vent qui s'infiltrait par une fissure, mais le son ressemblait trop à une voix, très ténue, comme si quelqu'un murmurait de l'autre côté d'une porte fermée. J'étais au 2e étage, dans la section philosophie, une nuit particulièrement calme. Je me suis arrêté et j'ai retenu ma respiration. Le murmure a duré à peine une seconde, puis s'est estompé. Je suis resté immobile, écoutant attentivement, mais je n'ai entendu rien d'autre que le lointain tic-tac de l'horloge et le battement rapide de mon propre cœur. « C'est le vent, Mathéo », me suis-je dit, essayant de me convaincre. Mais ce n'était pas le vent. À partir de cette nuit-là, le murmure est devenu plus fréquent. Il n'était jamais clair, ne formait jamais de mots discernables, mais il était toujours là, aux limites de mon audition, comme un secret que la bibliothèque ne voulait pas que j'entende. Parfois, il semblait venir de derrière une étagère, d'autres fois du étage supérieur, ou même de la salle de lecture principale, qui était immense et complètement vide. Ce qui était le plus troublant, c'était que le son ne venait pas du système de ventilation ou des tuyaux, c'était organique, je sentais qu'il se déplaçait, qu'il me suivait. Il y avait des nuits où le murmure m'accompagnait dans les couloirs, un fantôme auditif qui s'estompa dès que je m'arrêtais pour écouter. Mon calme s'est effondré.
La bibliothèque, qui m'avait autrefois semblé un refuge, a commencé à se sentir comme un piège. Une des choses qui me perturbait le plus était la température. La bibliothèque était un vieux bâtiment avec un système de chauffage central qui fonctionnait à peine, donc elle était toujours fraîche, même en été. Mais j'ai commencé à remarquer des points de froid extrêmes, surtout dans les couloirs des étages supérieurs. C'étaient des poches d'air glacial qui apparaissaient soudainement, comme si quelqu'un avait ouvert une fenêtre en plein hiver, bien que toutes soient scellées. Lorsque je traversais l'un de ces points, un frisson me parcourait le dos, et les poils de mes bras se dressaient. Toujours, à ces moments-là, le murmure s'intensifiait, ou un livre tombait d'une étagère dans une section éloignée, le bruit résonnant comme un coup de feu dans le silence. J'ai commencé à sentir que je n'étais pas seul, c'était une sensation constante, comme si quelqu'un m'observait depuis l'obscurité entre les étagères. Ma routine a changé, j'ai cessé de lire, j'ai cessé d'écouter des podcasts. Mon seul objectif était de terminer mes rondes le plus rapidement possible et de retourner au petit bureau de sécurité au rez-de-chaussée où il y avait au moins un écran de moniteur, bien qu'il montre presque toujours des images granuleuses et statiques. Une nuit, alors que je vérifiais l'aile ouest du premier étage, une section remplie de volumes d'histoire ancienne, j'ai entendu des pas. C'étaient des pas lents, traînants, comme ceux de quelqu'un marchant avec difficulté. Ils provenaient de l'étage supérieur, juste au-dessus de moi. Je me suis arrêté net. Mon cœur battait contre mes côtes. Je savais qu'il n'y avait personne d'autre dans le bâtiment. Toutes les portes étaient fermées. Personne ne pouvait être entré sans activer l'alarme. Je suis resté immobile, retenant ma respiration, avec la lampe de poche éteinte. Les pas ont continué, se déplaçant lentement d'un côté à l'autre. Ce n'étaient pas les craquements habituels du bâtiment. Ils étaient clairs, méthodiques. Je me suis rendu compte que ce n'étaient pas des pas de chaussures. On aurait dit que quelqu'un marchait pieds nus, ou avec les pieds enveloppés dans un tissu. Un son sourd, lourd. Ils ont duré ce qui sembla des siècles, puis ils se sont arrêtés. Un silence encore plus lourd que le précédent est tombé sur la bibliothèque. C'était un silence qui criait. J'ai attendu. Rien. J'ai allumé ma lampe de poche, pointant vers le plafond, comme si je pouvais voir à travers les étages. Il n'y avait rien. J'ai monté les escaliers lentement, chaque muscle de mon corps tendu. J'ai atteint le 2e étage, la section littérature. Les couloirs étaient vides, les étagères à leur place. Il n'y avait aucun signe que quelqu'un ait été là, mais l'air était lourd, et une légère odeur de soufre, mélangée à quelque chose de sucré et rance, flottait dans l'atmosphère. Cette odeur est devenue un de mes tourments. Elle apparaissait et disparaissait, toujours accompagnant les phénomènes les plus intenses. C'était une odeur de pourriture mélangée à quelque chose d'à peine floral, mais d'une fleur morte, fanée, un arôme qui s'enfonçait dans ton nez et te retournait l'estomac. Mes nuits sont devenues un enfer de veille. J'ai commencé à douter de ma propre santé mentale. Je me demandais si la solitude et le silence m'affectaient. J'ai parlé à mon superviseur, un homme âgé et cynique, des bruits étranges et des livres hors de leur place. Il m'a regardé avec mépris. « C'est un vieux bâtiment, Matteo », a-t-il dit. « Le bois se tasse, le vent entre de partout, et les bibliothécaires sont un peu distraits parfois. Ne le prends pas trop à cœur. » Mais je savais que ce n'était pas ça. C'était différent. C'était délibéré. Une nuit, alors que j'étais dans le bureau de sécurité, regardant les écrans statiques, la lumière de mon bureau a commencé à clignoter. C'était une lampe à ampoule incandescente qui n'avait jamais failli. Elle clignotait de manière erratique, comme un cœur battant de façon incontrôlée. Puis, l'image de l'écran principal, qui montrait l'entrée du hall, se déforma. Elle se remplit de rayures et de bruits blancs, et pendant un microseconde, je jurerais avoir vu une silhouette sombre, allongée et fine, traverser l'image. Ce n'était ni un reflet, ni une personne. C'était trop rapide, trop éthéré. La peur m'envahit. Je me levai d'un bond, ma chaise grinça bruyamment. La lampe cessa de clignoter. L'écran retrouva sa normalité. Je me frottais les yeux, essayant de me convaincre qu'il ne s'agissait que d'une interférence électrique. Mais mon cœur continuait de battre à 1000 à l'heure. Je décidai que je ne pouvais plus l'ignorer. La prochaine fois que quelque chose se produirait, je le documenterais. J'avais mon téléphone avec moi lors de mes rondes, avec la caméra prête. Je savais que cela semblait ridicule, mais j'avais besoin de preuves pour moi-même, si ce n'était pour les autres. Les semaines suivantes furent une escalade de terreur. Les livres ne se déplaçaient pas seulement. Parfois, ils tombaient avec fracas dans des couloirs vides. Les points froids étaient plus intenses et durables. Le murmure n'était pas seulement un chuchotement. Parfois, il semblait m'appeler par mon nom, traînant les syllabes avec une voix qui n'était ni masculine ni féminine, mais quelque chose de plus profond, ancestral. Une nuit particulièrement mémorable, j'étais au 4e étage, le plus haut de tous,
où étaient conservées les archives historiques les plus délicates. Il y avait une section d'histoire locale, avec des documents et des cartes anciennes de la ville. En passant par là, une étagère entière de livres, soudain, se pencha et plusieurs volumes tombèrent au sol avec un fracas assourdissant. Ce ne fut pas un tremblement de terre, ce ne fut pas une erreur structurelle, c'était comme si une force invisible avait poussé l'étagère. Mes genoux cédèrent. Je tombai au sol, le cœur battant la chamade. Avec ma lampe de poche, j'ai illuminé la scène. Des livres éparpillés sur le sol, certains ouverts, d'autres à l'envers. Et dans le couloir, juste devant moi, une ombre s'étira depuis le coin d'une étagère. Ce n'était pas mon ombre. Il n'y avait aucune lumière qui aurait pu la projeter ainsi. C'était une ombre noire et dense, qui semblait avoir une forme définie, haute et mince. Je me suis levé en titubant et j'ai reculé lentement, sans quitter des yeux cette tache sombre. L'ombre sembla se contracter, comme si elle m'observait. L'odeur de pourriture et de douceur devint écrasante. Je respirais profondément, retenant mes nausées. Je ne pouvais pas courir. Je sentais que si je le faisais, l'ombre me poursuivrait. « Qui est là ?» murmurai-je, ma voix tremblait. Il n'y eut pas de réponse, juste le silence lourd et la présence de l'ombre. Alors, l'ombre commença à bouger. Elle ne marcha pas, mais sembla glisser, s'allongeant et se rétrécissant en se déplaçant dans le couloir. Elle se dirigeait vers moi. La panique me frappa comme une vague. Je fermai les yeux un instant, et quand je les rouvris, l'ombre n'était plus dans le couloir. Elle était derrière l'étagère à côté, comme si elle s'était téléportée. J'ouvris la bouche pour crier, mais aucun son ne sortit. Mon corps était paralysé par la peur. Mon esprit criait « Cours !» Mais mes jambes ne répondaient pas. L'ombre glissa de l'autre côté du couloir, vers une autre étagère, puis une autre. Elle semblait m'entourer, jouer avec moi. C'était comme un prédateur guettant sa proie. Je pouvais sentir son regard sur moi, froid et perçant. Il n'y avait pas d'yeux, pas de visage, mais l'intention était claire. C'est à ce moment-là que j'entendis le murmure à nouveau, mais cette fois c'était différent. Ce n'était pas un murmure indistinct, c'était une voix ancienne, rauque, qui prononça un seul mot, un mot que je ne pouvais pas comprendre, mais que je ressentais au plus profond de mes os. C'était un mot qui sonnait comme un savoir interdit, comme un nom qui ne devait pas être prononcé. L'ombre s'est arrêtée, elle semblait absorber l'obscurité de la pièce, devenant plus grande, plus dense. Je ressentais une pression écrasante dans ma tête, comme si quelque chose essayait de forcer son entrée dans mon esprit. Des images fugaces et troublantes commencèrent à scintiller, de vieilles reliures, des symboles étranges, des visages déformés, une silhouette encapuchonnée se déplaçant entre les ombres. Je fermai les yeux à nouveau, les serrant fort. J'essayais d'éloigner ces images. Je priais. Je demandais à toute force qui m'écoutait de m'aider. Je sentais que j'étais au bord de la folie, que la terreur allait me consumer complètement. L'air autour de moi devint glacial, et l'odeur de pourriture était insupportable. Quand j'ouvris les yeux, l'ombre s'était dissipée. Les livres étaient toujours par terre. Le couloir était vide. Le silence était revenu, mais c'était un silence différent, chargé d'une présence latente. Je me levai en titubant. Mon corps tremblait de manière incontrôlable. Je ne ramassais pas les livres. Je ne pouvais pas. Je voulais juste sortir de là. Je descendis les escaliers presque en courant, trébuchant à plusieurs reprises. J'arrivai au bureau de sécurité, allumai toutes les lumières et me verrouillai. Mon pouls était un tambour dans mes oreilles. Je respirais difficilement, essayant de me calmer. Les dernières heures de mon service furent les plus longues de ma vie. Je restais assis, fixant l'écran, priant pour qu'il ne se passe rien d'autre. Le lendemain, je ne suis pas allé travailler. J'ai appelé et dit que j'étais malade. Je savais que je ne reviendrais pas. La bibliothèque avait révélé son vrai visage, et je n'étais pas prêt à risquer ma santé mentale pour un salaire. Mon superviseur m'a appelé en colère. Il a essayé de me convaincre de revenir, disant que ce n'était qu'un coup de frayeur. Mais je ne pouvais pas. Le souvenir de cette ombre, de cette voix incompréhensible, de la pression dans ma tête était trop vivant. J'ai raconté à mon meilleur ami ce qui s'était passé. Lui, bien sûr, ne m'a pas totalement cru. Il m'a suggéré que j'étais stressé, que j'avais besoin de vacances, mais il ne l'avait pas vu. Il n'avait pas ressenti cette présence. Les jours passaient, et l'image de la bibliothèque me hantait. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais cette ombre insaisissable, ces livres tomber. J'ai commencé à avoir des cauchemars récurrents. J'étais piégé dans le labyrinthe des étagères, et la voix murmurait mon nom depuis chaque coin, tandis que l'ombre s'approchait, lentement et inévitablement. 1 mois après avoir quitté le travail, j'ai appris quelque chose d'inquiétant. Pas de la part de l'université, mais d'un ancien collègue qui y travaillait encore le jour. Il m'a dit que le gardien qui m'avait remplacé avait démissionné après seulement 2 semaines.
Il prétendait avoir des problèmes de santé et avait l'air décharné. Un troisième gardien a duré encore moins longtemps, à peine quelques jours, et n'a donné aucune explication, il a simplement disparu. Le plus terrifiant de tout, c'était ce que m'a raconté mon ami. Les bibliothécaires qui travaillaient pendant la journée dans la section des archives du 4e étage avaient commencé à se plaindre. Ils disaient que les livres se déplaçaient tout seuls, qu'ils entendaient parfois quelque chose dans les couloirs silencieux, et qu'ils trouvaient souvent une odeur étrange dans certaines zones, comme celle de fleurs pourries ou de métal rance. L'université, apparemment, avait décidé d'enquêter. Pas sur des fantômes, bien sûr, mais sur des problèmes de sécurité et des mauvais fonctionnements des systèmes. Plus de caméras ont été installées, les serrures ont été renforcées. Mais mon ami m'a dit que la sensation d'être observé, que quelque chose habitait la bibliothèque, avait grandi parmi le personnel de jour. Beaucoup commençaient à éviter les étages supérieurs, surtout après la tombée de la nuit. Je n'ai jamais su ce qui habitait cette vieille bibliothèque. Un esprit ? Une entité liée aux connaissances interdites des livres, une manifestation de la solitude et de l'histoire accumulée dans ces murs. Je n'ai pas les réponses, mais je sais ce que j'ai vu et ce que j'ai ressenti. Et je sais que cela m'a changé. Parfois, au milieu de la nuit, quand le silence est profond, je crois entendre un murmure lointain ou sentir un point froid dans la pièce. Je sais que ce n'est que mon esprit, mon traumatisme, mais je ne peux pas m'en empêcher. La bibliothèque a laissé une empreinte en moi. Une ombre qui ne se dissipera jamais complètement. Elle m'a appris qu'il y a des choses dans ce monde qui défient la logique, qui habitent dans les coins sombres, attendant le moment de se révéler à ceux qui osent perturber leur paix. Et le plus terrifiant, c'est qu'une fois qu'elle te trouve, elle ne te laisse jamais vraiment partir. Et ainsi se termine le récit troublant que nous a partagé Matteo. Une expérience qui sans aucun doute te laisse réfléchir aux histoires que cachent les vieux bâtiments et aux présences qui peuvent y habiter. Que penses-tu que cette ombre était? Un gardien, une victime ou quelque chose de complètement différent? J'aimerais lire vos théories et opinions dans les commentaires. Et si tu as également vécu quelque chose de similaire ou si tu as une histoire que tu aimerais que je raconte, n'hésite pas à l'envoyer. Chaque expérience contribue à cette communauté de l'inexplicable. Cette histoire m'a été envoyée par Matteo, un jeune homme qui, il y a quelques années, a hérité d'une propriété familiale dans un endroit assez éloigné et solitaire. Si vous avez également une expérience que vous pensez mériter d'être racontée, n'hésitez pas à l'envoyer. J'aime toujours lire vos récits. Maintenant, éteignez les lumières, installez-vous confortablement et accompagnez-moi dans l'histoire troublante vécue par Matteo. Je m'appelle Matteo et voici l'histoire de la façon dont un héritage familial m'a conduit au bord de la folie. Je me souviens que tout a commencé il y a environ 5 ans, lorsque ma grand-mère, le seul parent qui me restait du côté de ma famille, est décédée. Nous n'avions pas été très proches. Elle a toujours été une femme de peu de mots, avec un regard énigmatique et une aura de mélancolie perpétuelle. Elle vivait seule dans une vieille maison de campagne, très loin de la ville, dans un endroit si reculé que le signal mobile était presque inexistant. Après sa mort, mon avocat m'a informé que j'étais le seul héritier de la propriété. Au début, la nouvelle m'a enthousiasmé. J'ai pensé à vendre la maison, à utiliser l'argent pour mes études ou pour voyager. Mais avant de la mettre sur le marché, j'ai ressenti un étrange besoin de la visiter, de connaître cet endroit qui avait été le dernier refuge de ma grand-mère. J'ai chargé ma voiture avec quelques provisions, des outils de base et quelques livres. Le voyage a été long et ennuyeux, à travers des routes de plus en plus étroites et moins fréquentées, bordées de forêts denses et silencieuses. La végétation semblait dévorer le chemin à mesure que je m'approchais, et la sensation d'isolement devenait de plus en plus palpable à chaque kilomètre. Quand je suis enfin arrivé, la maison a dépassé toutes mes attentes, pas dans le bon sens. C'était une ancienne construction en pierre sombre, avec un toit incliné et des fenêtres qui semblaient des yeux vides. Elle se dressait au milieu d'une clairière, entourée par une forêt qui semblait respirer. Le silence était presque total, rompu seulement par le murmure du vent entre les arbres et le chant lointain d'un oiseau. Un frisson m'a parcouru le dos, bien que ce fût l'été. Une partie de moi a voulu faire demi-tour et fuir, mais la curiosité, cette maudite curiosité m'en a empêché. La serrure de la porte principale était rouillée, mais elle a cédé avec un craquement métallique qui a résonné dans l'air. L'intérieur était sombre et poussiéreux, imprégné d'une odeur d'humidité, de bois anciens et de quelque chose d'autre, quelque chose d'indéfinissable qui sentait le temps stagnant et le secret. Des housses en tissu blanc recouvrèrent les meubles, leur donnant des formes fantomatiques dans la pénombre. J'en ai enlevé quelques-unes, révélant des fauteuils en velours usé et des tables en bois sculpté. Tout semblait sorti d'une autre époque.
Ma grand-mère avait été une personne particulière, sa maison le reflétait. Dans chaque coin, il y avait des objets étranges, des figurines en argile sans visage, des livres reliés en cuir que je ne reconnaissais pas et des herbiers avec des plantes sèches aux formes inhabituelles. Les murs étaient ornés de tapis anciens et de tableaux représentant des paysages sombres et des portraits de personnes avec des regards qui me semblaient troublants. C'était comme entrer dans un musée personnel de l'ésotérique. La première nuit a été difficile. Le vent s'engouffrait par les fissures, produisant des lamentations et des murmures, le craquement du vieux bois, les coups des branches contre les fenêtres et le silence oppressant de la forêt extérieure, tout contribuait à une atmosphère d'inquiétude. Je n'ai pas pu beaucoup dormir. Je me sentais observé, bien qu'il n'y ait personne d'autre que moi dans un rayon de kilomètres. J'ai essayé de rationaliser cela, l'attribuant à la solitude et à l'imagination, mais une sensation de froid, une sorte de présence invisible, refusait de disparaître. Les jours suivants, je me suis consacré à explorer la maison. J'ai découvert qu'elle était beaucoup plus grande qu'elle n'en avait l'air. Il y avait une bibliothèque avec des milliers de volumes, la plupart anciens, sur l'histoire, la philosophie et, à ma grande surprise, l'occultisme et le folklore. Certains étaient écrits dans des langues que je ne reconnaissais pas. Il y avait un bureau rempli de cartes, certaines marquées de symboles étranges, et une collection d'instruments de mesure qui semblaient avoir été utilisés pour l'astronomie ou la topographie, mais d'une manière très particulière. Dans l'une des pièces les plus éloignées, au 2e étage, j'ai trouvé ce qui semblait être la chambre de ma grand-mère. Elle était presque vide, sauf pour un vieux lit et une petite table de nuit. Sur cette table, il y avait un carnet relié en cuir, sans titre. J'ai hésité un moment avant de l'ouvrir. C'était un journal. L'écriture de ma grand-mère était intriquée et difficile à lire, mais j'ai commencé à le déchiffrer. Au début, c'étaient des entrées banales, la météo, les visites d'un voisin, la santé. Mais au fur et à mesure que j'avançais, le ton changeait. Ma grand-mère écrivait sur la forêt, non pas comme un lieu de nature, mais comme une entité. Elle parlait des murmures du vieux et des offrandes nécessaires pour maintenir le calme. Elle mentionnait des cycles lunaires, des dates spécifiques et des rituels. Mes mains ont commencé à trembler. Une entrée particulière m'a glacé le sang. Elle décrivait une nuit de pleine lune, où elle, avec d'autres personnes, les gardiens, les appelait-elle, s'étaient réunis dans une clairière de la forêt près de la maison. Ils réalisaient une cérémonie pour apaiser la soif du dormeur. J'ai lu sur des chants monotones, l'odeur d'herbe brûlée et quelque chose de plus sombre, le sang de la terre, qu'ils devaient offrir pour maintenir la balance. Je ne comprenais pas bien ce que cela signifiait. Mais l'image de ma grand-mère participant à quelque chose comme ça, dans cette forêt qui m'entourait maintenant, m'a profondément troublé. À partir de ce jour, ma perception de la maison et de la forêt a complètement changé. Ce n'était plus seulement une vieille propriété, c'était un lieu chargé d'une histoire sombre. Le silence ne me semblait plus naturel, mais plutôt expectant, comme si quelque chose retenait son souffle. Les craquements du bois devenaient plus définis, presque intentionnels. J'ai commencé à entendre des sons subtils que j'avais auparavant ignorés. Un grattement constant derrière un mur, un tapotement doux et rythmique venant du sous-sol, et un murmure inaudible qui semblait flotter dans l'air, juste au bord de mon audition. Un après-midi, alors que j'explorais le sous-sol que je n'avais auparavant vu que superficiellement, j'ai trouvé une porte cachée derrière une étagère pleine de flacons avec des liquides sombres et des étiquettes illisibles. La porte était en bois massif, renforcé avec des plaques de fer et un cadenas rouillé. Il m'a fallu un bon moment pour le briser. Derrière, il y avait un passage étroit et humide qui descendait dans l'obscurité. L'air là-dessous était dense et froid, avec une odeur métallique et de terre mouillée. Avec la lampe de mon portable, je suis descendu les marches irrégulières. Le passage s'ouvrait sur une petite chambre souterraine, creusée dans la roche. Les murs étaient irréguliers et humides. Au centre de la chambre se trouvait un autel grossier en pierre, taché de ce qui semblait être des résidus secs et sombres, presque comme du vieux sang. Sur l'autel reposait une étrange effigie en bois, sculptée avec des formes grotesques et antinaturelles. Elle n'avait pas de visage défini, juste une cavité qui semblait absorber la lumière. Autour de l'effigie, sur le sol, se trouvait un cercle de pierres, chacune portant un symbole différent gravé. J'ai ressenti une oppression dans la poitrine, une peur viscérale que je n'avais jamais éprouvée auparavant. C'était une peur ancienne, primitive. L'effigie semblait me regarder malgré l'absence d'yeux. J'imaginais ma grand-mère et les gardiens à cet endroit, réalisant leur rituel. Quel type d'entité vénéraient-ils ?
Que signifiait le dormeur? Je suis rentré chez moi, sentant que l'obscurité de ce sous-sol m'avait suivi. Cette nuit-là, je n'ai pas pu fermer les yeux. Chaque ombre me semblait une forme, chaque bruit un avertissement. J'ai de nouveau ouvert le journal de ma grand-mère, à la recherche de réponses plus claires. J'ai trouvé une section qui parlait de l'obligation, un serment que chaque génération de ma famille devait respecter pour maintenir l'équilibre et éviter que ce qui dort ne se réveille complètement. Il était question du fait que le dormeur n'était pas seulement une présence, mais une partie intrinsèque de la terre elle-même, et que si sa fin n'était pas satisfaite, la terre elle-même pourrirait et emporterait avec elle tous ceux qui l'habitaient. Une phrase en particulier m'a terrifié. Le pacte exige sa part, et si le sang n'est pas suffisant, l'esprit le sera. Que signifiait cela? Quelle partie exigeait le pacte? Les jours sont devenus une torture. Je ne pouvais ni bien manger, ni bien dormir. Mon esprit commençait à jouer avec moi. Je voyais des mouvements dans le coin de l'œil qui disparaissaient quand je regardais directement. J'entendais mon nom murmuré par le vent, ou depuis les profondeurs de la maison. La sensation d'être observé est devenue constante, écrasante. C'était comme si la maison elle-même était vivante, respirant autour de moi, et que ses habitants invisibles me jugeaient. Un jour, en me réveillant, j'ai découvert qu'une des figures en argile sans visage que ma grand-mère avait dans le salon avait été déplacée. Elle était par terre, sur le dos, comme si elle était tombée, mais je me souvenais l'avoir vue fermement posée sur l'étagère. J'ai essayé de me convaincre que c'était le vent, ou que je l'avais heurtée sans le vouloir, mais je savais que ce n'était pas le cas. La figure n'était pas tombée, elle avait été placée de cette manière. C'était un signe, une provocation. La nuit suivante, la terreur est devenue plus explicite. J'étais dans la bibliothèque, lisant les journaux de ma grand-mère, quand j'ai entendu un bruit venant des escaliers. Ce n'était pas un craquement de bois, mais un glissement doux, comme quelque chose de lourd qui se déplaçait sans hâte. Mon cœur s'est accéléré. J'ai éteint la lampe de mon téléphone, qui était ma seule source de lumière, et je suis resté immobile dans l'obscurité, retenant ma respiration. Le bruit s'est arrêté un moment, puis a continué, de plus en plus près. Il montait les escaliers, marche après marche. Un frisson glacial a parcouru mon corps. Ce n'était pas humain. Les pas étaient trop lents, trop lourds, et le son qu'ils produisaient n'était pas celui de pied. C'était un traînement, comme si quelque chose était tiré, ou comme si quelque chose avec de nombreuses extrémités se déplaçait en rampant. Ma grand-mère avait parlé du dormeur et de sa faim. Cette chose me cherchait-elle? Le bruit s'est arrêté juste devant la porte de la bibliothèque. Je pouvais sentir une présence de l'autre côté, une masse informe d'obscurité et de froid. L'air de la pièce est devenu glacial. Je pouvais entendre ma propre respiration haletante dans le silence. Puis, un sifflement bas, presque inaudible, est venu de l'autre côté de la porte. C'était un son sec, guttural, qui me hérissait chaque poil du corps. Mon esprit me criait de ne pas allumer la lumière, de ne pas faire de bruit, de rester complètement immobile. Je suis resté là, dans l'obscurité totale, pendant ce qui a semblé des heures, avec le cœur battant dans ma poitrine, jusqu'à ce que le traînement recommence, cette fois s'éloignant dans le couloir. Je ne savais pas quand j'ai rallumé la torche, ni quand je me suis traîné jusqu'à mon lit. Cette nuit-là, la maison n'était plus seulement un vieux lieu, c'était une prison, et j'étais la cible. Le lendemain matin, je n'ai plus cherché de réponse dans le journal. Mon seul objectif était de sortir de là. Mes nerfs étaient à vif, mes mains tremblaient de manière incontrôlable. Mon esprit était embrouillé par la peur et le manque de sommeil. J'ai essayé d'appeler la civilisation, mais le portable n'avait toujours pas de signal. La maison jouait avec moi, me coupant la communication avec le monde extérieur. En sortant, j'ai remarqué que la porte principale était grande ouverte. Je l'avais fermée la nuit précédente. Je m'en souvenais parfaitement. C'était un détail mineur, mais cela s'ajoutait à la sensation croissante que je n'étais pas seul et que quelque chose était actif dans la maison. Je rassemblais mes affaires à la hâte, avec un sac à dos sur le dos et les clés de la voiture à la main. Juste au moment où j'étais sur le point de franchir le seuil, je me suis arrêté. Dans le cadre de la porte, taillé de manière grossière et ancienne, il y avait un nouveau symbole que je n'avais jamais vu auparavant. Il ressemblait à certains que j'avais vus dans le journal de ma grand-mère et sur les pierres de l'autel. Mais celui-ci était frais, comme s'il avait été gravé la nuit précédente. Une sueur froide me parcourut le dos. C'était un signe, une marque. On me prévenait. Ou peut-être, on me marquait. J'ai couru vers la voiture, j'ai démarré le moteur avec difficulté, et je suis parti à toute vitesse par le chemin de terre, sans regarder en arrière. Je conduisais comme un fou.
La voiture glissait sur les pierres lâches, mais cela m'importait peu. J'avais besoin de m'éloigner. J'avais besoin de retourner à la civilisation, au bruit, aux gens, à tout ce qui n'était pas cette maison et cette forêt maudite. J'ai conduit pendant des heures, jusqu'à ce que la route de terre se transforme en asphalte et que le signal du portable apparaisse par intermittence. Quand j'ai enfin atteint l'autoroute, je me suis arrêté dans une station-service. Mon corps était épuisé, mais mon esprit était dans un état d'hypervigilance. Je me suis regardé dans le miroir de la salle de bain. Mes yeux étaient injectés de sang, mon visage pâle, et mes mains tremblaient encore. J'avais perdu du poids. Je ressemblais à un fantôme. J'ai appelé un ami. J'ai essayé de lui expliquer ce que j'avais vécu, mais mes mots sonnaient incohérents, délirants. Lui, inquiet, m'a convaincu d'aller chez le médecin. Le diagnostic a été une anxiété sévère, un insomnie extrême et un stress post-traumatique. Les médecins n'ont bien sûr cru aucune de mes histoires sur la maison, les journaux ou les chuchotements. Ils m'ont prescrit des tranquillisants et une thérapie. J'ai vendu la maison dès que j'ai pu sans y remettre les pieds. Le prix m'importait peu, je voulais juste qu'elle disparaisse de ma vie. Mais la vérité est qu'elle n'a jamais complètement disparu. Parfois, la nuit, quand le silence est absolu, je crois entendre à nouveau ce traînement, ce sifflement sec, ou le murmure de mon nom dans un chuchotement glacial. Je sais que personne ne me croit. Les gens pensent que mon imagination m'a joué des tours, que la solitude m'a fait halluciner, mais je sais ce que j'ai vécu. Je sais qu'il y a des choses dans ce monde qui dépassent notre compréhension, des entités anciennes liées à la terre et au pacte de sang. Ma famille, mes ancêtres, étaient impliqués dans quelque chose de terrible, quelque chose qui dort maintenant, mais qui a toujours faim. Et bien que j'ai vendu la maison, je ne peux m'empêcher de sentir qu'une partie de cette forêt, de cette obscurité, s'est accrochée à moi, m'a suivi, et que, d'une manière ou d'une autre, cela n'a pas encore fini de me réclamer sa part. Je vis avec la peur constante que le dormeur me trouve, ou que l'obligation familiale me poursuive encore, attendant le bon moment pour se manifester. Et ainsi, avec cette ombre sur moi, j'essaie de vivre une vie normale, sachant que la normalité est une illusion. L'histoire de Matteo est un rappel glaçant de la façon dont les racines de notre famille peuvent cacher des secrets plus profonds et perturbants que ce que nous pourrions jamais imaginer. Lui, contrairement à beaucoup, a pu s'échapper physiquement de cet endroit, mais l'écho de cette expérience le poursuit clairement. Si vous avez également hérité de quelque chose qui vient avec un passé sombre, ou si vous avez rencontré une histoire familiale qui vous a glacé, j'aimerais la lire. Laissez vos commentaires ou envoyez-moi votre récit. S'abonner à la chaîne aide également à faire en sorte que d'autres histoires comme celle-ci vous parviennent.